Bonjour tout le monde. Alors, il est 30 tout juste. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce web café du 15 décembre 2021 au sujet des principaux redressements URSSAF. Alors, je pense qu'on est quasiment au complet. On va pouvoir démarrer comme il est l'heure. Alors, donc, je reviens sur le sujet. Alors, quelque chose de très très important qu'on a pu voir en ce moment, notamment suite à la multiplication des contrôles URSSAF en 2021, parce que suite au Covid, depuis 2020, l'URSSAF, on va dire, n'a pas fait autant de contrôles qu'elle l'aurait fait les années précédentes, justement pour laisser un peu d'air aux entreprises. Mais on a vu que depuis le milieu d'année 2021, on en a de nouveau de plus en plus. Donc, bien sûr, les contrôles ne sont pas encore faits sur l'activité partielle. C'est pour ça que ce point-là n'est pas vu dans le top 5, hein, comme pour l'instant on n'a pas encore de visu effectivement sur les redressements de l'activité partielle, ce qui viendra sans doute avec les années à venir. Et dans notre top 5, nous avons les seuils d'effectifs, les dispenses mutuelles, les indemnités kilométriques, le remboursement des frais, repas notamment, et tous les avantages, en tout cas on en a listé 5, qui bénéficient d'une exonération de charges sociales dont souvent effectivement on est un peu friand, notamment la prime Macron, les chèques cadeaux qu'on peut voir généralement en fin d'année. Alors, pour reprendre sur les seuils d'effectifs. Alors, c'est un point assez important que souvent on a tendance à négliger, mais selon l'effectif que vous avez, vous allez cotiser notamment en paye à plus ou moins de cotisations. Et donc, suffit que vous ayez par exemple un nombre important de VRP ou d'autres contrats qui sont peut-être mal paramétrés, vous n'avez pas forcément le même effectif que l'URSSAF. Et donc, ce qui fait que toute l'année, vous allez par exemple cotiser à 9 salariés, alors que normalement, vous, légalement, vous êtes à 11. Et donc, l'URSSAF, au moment de son contrôle, va venir et vous redresser sur notamment les lignes qui n'apparaissent pas en paye. Alors, pour reprendre synthétiquement, de 1 à 10, je vous ai mis ici en orange les points qui concernent que la paye. Donc, vous avez une déclaration d'emploi des travailleurs handicapés qui a beaucoup changé ces dernières années, mais qui doit se faire mensuellement dans la DSN. Vous avez toutes les entreprises qui doivent payer une contribution à la participation pour la formation professionnelle de 0,55%. Vous avez le Fonds national d'aide au logement qui est de 0,10 pour les sociétés de moins de 10 salariés. Une fois que vous passez le seuil des 10 salariés, que vous arrivez de 11 à 9, et c'est effectivement là où souvent on a le plus de redressement URSSAF, quand vous avez des salariés qui sont peut-être mal déclarés, vous avez des cotisations qui s'ajoutent. Vous avez une contribution au financement des prestations complémentaires de prévoyance, vous avez un paiement sur la mobilité transport, vous avez encore d'autres règles, notamment par rapport à la mise en place d'un CSE. Ici, généralement, vous n'avez pas de redressement URSSAF, mais effectivement, si vous ne mettez pas en place le CSE, vous pouvez être condamné pour délit d'entrave, par exemple. À partir de 20 salariés, vous devez déclarer cette fois-ci annuellement les travailleurs handicapés et il faut faire figurer effectivement ces éléments dans la DSN. Vous avez toujours une déclaration à faire au mois de juin. Avant, c'était mars, c'est décalé. Cette année, c'était notamment décalé à cause de la cause du Covid. On a laissé un peu plus de répit aux sociétés. Effectivement, c'est des points sur lesquels il faut être assez vigilant. De 50 à 199 salariés, vous avez une nouvelle contribution qui s'ajoute à hauteur de 1%. Vous devez payer également la mobilité transport. Vous avez d'autres cotisations qui s'ajoutent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, vous avez bien compris le fonctionnement. Plus vous avez de salariés, plus vous avez des cotisations qui s'ajoutent. Et il faut être effectivement vigilant quand vous êtes à 1 ou 2 salariés de passer un seuil. Au niveau des dispenses mutuelles, on en parle régulièrement. On a souvent des redressements URSSAF sur les dispenses mutuelles. C'est pas très compliqué et souvent le problème vient plus d'une gestion administrative qui est souvent un peu mal faite. On n'a pas les bons documents, on ne pense pas demander des renouvellements. Donc ici, on va voir les quelques points sur les dispenses mutuelles qu'il faut absolument avoir et un petit rappel pour vous mettre en conformité et éviter des redressements qu'on pourrait effectivement limiter, sachant que le risque, c'est que comme c'est un système commun à toute la société et généralisé, si vous êtes redressé, vous pouvez être redressé sur la totalité des cotisations de vos salariés. Donc pour certaines sociétés,
forcément, plus vous avez de salariés, plus le redressement peut être important. Et donc, on peut avoir des redressements assez conséquents, hein, au-delà de 100 000 euros, comme on a déjà pu avoir le cas, quand le contrôleur va relever que vous avez plusieurs dispenses mutuelles qui ne sont pas du tout valables ni à jour. Alors, vous avez les cas un peu moins fréquents, mais notamment de la CMU, anciennement CMU, parce que désormais on n'appelle plus CMU, mais on appelle ce système-là CSS, qui est complémentaire santé solidaire, hein, donc c'est le nouveau, simplement la nouvelle appellation de la CMU. Et donc dans ce cas-là, quand vous avez un salarié qui intègre votre société et qui bénéficie de la CSS, il peut être dispensé d'adhérer à votre mutuelle, mais seulement tant qu'il a le droit à cette CSS. C'est-à-dire que tous les ans, il devra vous fournir une nouvelle attestation permettant de justifier de sa non-adhésion à votre mutuelle. Donc, si vous avez un contrôleur URSSAF qui constate que son dernier justificatif date de 2 ou 3 ans, il peut éventuellement vous redresser parce que vous n'êtes plus à jour. Vous avez des salariés qui peuvent être couverts à titre d'ayant droit au titre d'un régime collectif et obligatoire. Alors, ce système-là, ce type de dispense-là est le type de dispense qu'on voit le plus fréquemment. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, votre femme, votre conjoint, peu importe, qui vous couvre en tant qu'ayant droit. Les enfants, par exemple, c'est plus fréquent quand il s'agit effectivement du conjoint, mais il faut que la mutuelle du conjoint vous titre de manière obligatoire et il faut que cette mention de obligatoire soit inscrite dans la mutuelle de votre conjoint. Si la couverture du conjoint est seulement facultatif, vous ne pouvez pas demander une dispense d'adhésion à la mutuelle de votre société. Il faut obligatoirement qu'il y ait cette mention de obligatoire dans la mutuelle de votre conjoint. Et donc le contrôleur URSSAF va vérifier que la mutuelle de votre conjoint apparaisse effectivement cette mention d'obligatoire. Sinon, vous devez adhérer à la mutuelle de votre société. Vous pouvez avoir des salariés qui sont déjà couverts par une assurance personnelle privée. Donc, c'est le cas, effectivement, vous recrutez un salarié qui a déjà sa propre mutuelle, il peut être dispensé jusqu'à la prochaine date d'anniversaire de sa mutuelle. Donc, vous intégrez un salarié en décembre 2021, la date d'anniversaire de son contrat est novembre, c'est-à-dire qu'il pourra continuer à bénéficier d'une dispense jusqu'en novembre 2022. Après ça, il doit obligatoirement adhérer à votre mutuelle. Alors, en 2021, on a eu un nouveau changement qui est la possibilité de résilier votre contrat privé de manière infra-annuelle, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'attendre la date d'anniversaire de votre contrat. Mais par contre, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que si vous pouvez légalement résilier votre mutuelle quand vous le souhaitez, vous pouvez attendre jusqu'à la date d'anniversaire et donc vous n'êtes pas obligé de résilier de manière infra-annuelle pour adhérer à celle de votre société. Une question était justement en suspens sur ce point. On a posé la question à l'URSSAF qui nous a répondu « Le salarié n'est pas obligé de résilier de manière infra-annuelle, il peut attendre la date d'anniversaire. » Mais une fois atteint la date de novembre, vous devez adhérer à la mutuelle de votre société. Les salariés déjà couverts, alors il y a toute une liste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toute une liste de cas dans lesquels vous pouvez demander une dispense si cette dernière est prévue dans l'accord qui met en place la mutuelle. Effectivement, au-delà d'avoir un cas de dispense, il faut également que la mutuelle de votre entreprise soit prévue soit dans un accord, soit dans une décision unilatérale de l'employeur. Les cas de dispense notamment doivent être prévus par écrit. Vous ne pouvez pas avoir des cas de dispense sans qu'ils soient prévus par écrit. Donc vous pouvez par exemple faire référence à la convention collective de votre entreprise, mais si dedans vous n'avez pas un cas de dispense que vous souhaitez utiliser, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc il faut vraiment qu'il soit prévu à part. Donc s'il n'est pas prévu dans votre convention collective, vous pourrez par exemple mettre en place une décision unilatérale de l'employeur dans laquelle vous allez mentionner ce cas de dispense précisément. Et donc, par exemple, un salarié qui serait au régime Alsace-Moselle, donc une entreprise en Alsace-Moselle, comme en Alsace-Moselle, vous avez une sécurité sociale un peu surcomplémentaire, comme on cotise à 90% et non pas à 70% comme dans le reste de la France, et ben, c'est un cas de dispense de mutuelle si vous êtes effectivement soumis au régime Alsace-Moselle. Vous avez également le cas d'une couverture mutuelle de moins de 3 mois. Donc, vous avez un CDD court et l'accord d'entreprise qui est en place dans votre société limite, par exemple, l'adhésion à la mutuelle sur 3 mois. Ben, c'est un cas de dispense. Mais ce cas-là doit être prévu par écrit. Donc, il faut effectivement qu'il soit prévu dans une décision unilatérale. Et vous ne pouvez pas simplement mentionner sur un cas de dispense, salarié
contrat CDD inférieur à 3 mois. Si le contrôleur URSSAF se rend compte que ce cas n'est pas prévu par écrit dans votre décision unilatérale, vous ne pourrez pas l'utiliser, il ne sera pas valable. Vous avez plusieurs autres cas qu'on voit de manière un peu moins fréquente, mais qu'on a quand même listé brièvement. Donc vous avez par exemple, si la cotisation mutuelle fait que, vu le montant et le niveau de votre contrat, elle serait de 10% supérieure ou égale au montant de votre rémunération brute. Donc dans ce cas-là, le gouvernement estime qu'effectivement, si la mutuelle est trop chère, pour le montant de votre contrat, vous avez bien sûr le droit d'y être dispensé. Vous avez aussi les cas des salariés avec des CDD, par exemple, de moins de 12 mois. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi bénéficier d'une dispense, toujours à condition qu'elle soit écrite dans éventuellement la décision unilatérale de l'employeur ou dans l'accord d'entreprise, comme on l'a dit. Donc, vous voyez un peu, il y a plusieurs cas de dispense. On ne s'en sort pas toujours, c'est parfois un peu compliqué, mais vraiment les plus fréquents, c'est quand on est déjà protégé à titre privé, qu'on arrive dans une société, donc jusqu'à la date d'anniversaire, ou quand on est déjà couvert à titre d'ayant droit, mais à titre obligatoire. Et donc, tous les ans, il faut absolument que les dispenses soient renouvelées. Souvent, on voit qu'on peut avoir un cas de dispense pour un salarié qui est là depuis 10 ans. Peut-être que sa femme ou son conjoint est dans la même société depuis 10 ans et bénéficie d'une complémentaire qui couvre les ayants droit de manière obligatoire, mais le contrôleur URSSAF, lui, il ne le sait pas. Donc, si la dispense a plus d'un an, il dira moi, je n'ai pas la preuve que vous êtes bien couvert à titre obligatoire, donc je redresse votre employeur pour non-respect des règles de la dispense mutuelle. Donc, ça, c'est vraiment un point important. En plus des effectifs, ce sont vraiment les deux points qu'on relève le plus, en tout cas, dans les redressements URSSAF en 2021 et même encore avant. Les indemnités kilométriques, alors là, c'est un point très très intéressant aussi. Vous avez deux sortes d'indemnités kilométriques. Donc, vous avez ceux qui sont entre le lieu de résidence du salarié et le lieu d'emploi du salarié, et ceux qui sont vraiment entre deux parcours professionnels, donc par exemple entre deux clients. Donc, on va voir la distinction et on va voir comment éviter les redressements URSSAF effectivement sur ces deux points-là. Alors, au niveau des indemnités kilométriques que vous pouvez rembourser à un salarié entre son domicile et son lieu de travail. Il n'y a pas de règle claire. Nous, on se réfère principalement au BOSS, donc qui est le bulletin officiel de la sécurité sociale qui existe depuis début 2021, et à différentes circulaires. Alors, c'est possible de rembourser des indemnités kilométriques à votre salarié entre le domicile et le lieu de travail, et donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt financier, parce que vous n'avez pas de charge dessus. Seulement quand la résidence est en dehors d'un périmètre de transport ou que l'utilisation du véhicule est indispensable. On a aussi dans une circulaire de 2003 le terme d'incommode. Donc je vais reprendre ces deux points. Donc vous avez par exemple votre société ou le lieu du domicile du salarié qui est en dehors d'un système de transport en commun. Donc un salarié qui habiterait dans un village par exemple sans gare, sans bus, il est obligé de prendre son véhicule. Vous pouvez décider de lui rembourser des ICA de son domicile à chez vous. Vous avez le cas aussi du transport incommode. Je prends l'exemple d'un salarié parisien. Il habite à 3 km peut-être de son lieu de travail, mais pour s'y rendre, il doit prendre un bus, 3 métros différents. Dans ce cas-là, c'est incommode. Il passe beaucoup plus de temps dans les transports en commun qu'il le passerait en voiture. Dans ce cas-là, c'est parfaitement possible aussi de lui rembourser les frais kilométriques. Si maintenant vous avez un salarié qui habite Colmar, il travaille à Strasbourg, il y a une gare à Colmar, le train est très très rapide, voire beaucoup plus rapide que la voiture. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas lui rembourser des ICA, domicile, travail, parce que ce n'est pas incommode et il y a bien des transports en commun à sa disposition. Donc voilà, c'est vraiment important. En cas de contrôle URSSAF, il suffira de pouvoir produire au contrôleur le moyen de transport utilisé, avec la puissance fiscale bien entendu, la distance qui sépare le domicile du lieu de travail et le nombre de trajets effectués chaque mois. Donc il faut avoir un tableau ou une feuille de papier. Voilà. Généralement, les contrôleurs URSSAF ne sont pas trop regardants dessus. On a encore eu un contrôle le mois dernier sur ces points-là. Généralement, du moment que vous pouvez justifier d'avoir un minimum suivi et de manière assez traçable les paiements que vous faites tous les mois, ça ne pose aucun souci. Nous, on a des clients qui font ça depuis 10 ans, il n'y a jamais eu le moindre problème suite au contrôle URSSAF, notamment parce qu'ils n'avaient pas de transport en commun ni de gare à proximité de chez eux. Voilà pour le transport. Donc effectivement, il y a un vrai intérêt financier, comme vous n'avez pas de charge dessus.
Pour les trajets professionnels, là encore une fois, on a régulièrement dans des demandes de contrôle, donc le contrôleur qui nous demande les justificatifs, et il manque souvent énormément d'éléments, et donc le contrôleur n'a pas d'autre choix que de redresser, donc de soumettre à charge le montant total des indemnités kilométriques qui apparaissent, généralement pas sur fiche de paye, hein, on demande souvent à la compta de faire un virement du montant, mais c'est vraiment important d'avoir pour les transports, les trajets professionnels, le nom et prénom du salarié, la date du déplacement, dans l'idéal, le nom du client et le motif du déplacement, pas la peine de mettre trop de détails, mais c'est vraiment important, et le nombre de kilomètres aller-retour. Que ce soit un tableau Excel, une feuille de papier, peu importe, mais il faut un document pour montrer au contrôleur URSSAF que vous avez quand même suivi les choses, qu'il n'y a pas d'abus en la matière, mais il faut absolument avoir ce tableau. Généralement, quand on a des redressements, c'est parce qu'il manque la date du déplacement, qu'on ne sait pas trop quelle est la puissance du véhicule. Voilà, il nous faut vraiment un peu un détail et généralement, ça suffit amplement au contrôleur qui ne redresse pas. Voilà pour le redressement sur les frais kilométriques. Ensuite, on a les remboursements des frais de repas. Là aussi, on ne s'y retrouve pas toujours forcément, sachant qu'il y a le cas légal et il y a bien sûr ce qui est également prévu dans votre convention collective. Selon les cas, vous pouvez par exemple être dans la convention de la métallurgie qui prévoit tout un pan complet de détails sur le remboursement que vous pouvez faire à vos salariés entre petits déplacements, grands déplacements. Si vous êtes dans ce cas-là, vous voyez sans doute de quoi je veux parler. Mais sinon, il y a le cas légal qu'on va reprendre ici sur les remboursements que vous pouvez faire de repas à vos salariés. Sachant qu'il y a un arrêt assez récent et une reprise du BOSS qui a été fait il y a quelques semaines, qu'on va également évoquer un peu plus bas. Alors, si le salarié peut rentrer manger à la maison, donc il est chez vous, il travaille, il peut rentrer chez lui, pas de remboursement possible. Si le salarié ne peut pas rentrer chez lui, vous pouvez lui rembourser jusqu'à 6,70 € de repas par jour. Alors, vous avez par exemple le cas d'un salarié dans une station-service. Il travaille pendant les heures du repas, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a qu'une demi-heure par exemple, vous pouvez lui rembourser 6,70 € comme il mange sur le lieu de travail et qu'il ne peut pas rentrer. Si le repas se fait hors d'un restaurant et hors des locaux de l'entreprise, donc vous avez par exemple un électricien qui va sur un chantier, il préfère manger sur le chantier plutôt que d'aller au restaurant, vous pouvez lui rembourser jusqu'à 9,40 € de repas par jour. Toujours en justifiant effectivement qu'il était bien sur un chantier, pouvoir justifier les frais que vous remboursez. Si le repas se fait au restaurant, vous pouvez rembourser jusqu'à 19,10 € en 2021 aux salariés. Vous pouvez bien entendu dans tous ces cas rembourser plus, mais il faut pouvoir le justifier. Alors bien sûr, si c'est un repas qui est fait par exemple dans l'entreprise, les 6,70 €, vous pourrez difficilement justifier que le salarié en a pour plus que 6,70 €. Par contre, si vous avez un salarié qui mange qui part en déplacement, par exemple au Qatar ou à Paris ou quelque part dans une capitale où les repas sont très chers, il peut éventuellement justifier d'avoir des remboursements au-delà de 19,10 €. Une autre précision, ah oui, il faut absolument avoir une facture acquittée. Souvent, on n'a pas de facture acquittée, on peut avoir une note de frais. Les contrôleurs demandent absolument d'avoir des factures acquittées. Le BOSS est venu préciser suite à des contrôles qui ont été faits sur des abus manifestes. Alors, vous aviez le cas d'un salarié qui n'avait pas du tout un poste ni un profil d'activité qui entraînait nécessairement des repas au restaurant. Et en fait, le salarié prenait tous ses repas au restaurant dans l'année. Et le contrôleur URSSAF a estimé qu'il y avait ici un abus et qui, bien sûr, derrière, il y avait plutôt que de donner un salaire plus avantageux aux salariés, l'employeur lui avait dit, écoute, moi je te donne moins, mais par contre, tous les jours, tu peux aller manger au restaurant. Il y a une exonération de charge sur 19,10 €, donc effectivement, sur l'année, la somme était assez conséquente. Et donc, l'URSSAF précise que pour un salarié qui n'a pas vocation à aller au restaurant tous les jours, on n'est pas dans l'abus à partir de 1 repas par semaine. Par contre, si vous avez un commercial qui est tout le temps sur la route, quelqu'un d'itinérant, qui va régulièrement voir des clients, ce n'est pas en tout cas un abus manifeste d'avoir un salarié qui irait tous les jours de la semaine au restaurant. Donc, en plus des plafonds, il faut effectivement veiller à ne pas aller au-delà de certaines autres limites et notamment rentrer dans des abus. Enfin, le dernier point, ce sont les avantages qui bénéficient d'une exonération de charges sociales. Alors, on a régulièrement cette question et je ne vous le cache pas, surtout au mois de décembre, même si ce n'est pas le seul moment où on peut effectivement faire des cadeaux aux salariés.
C'est vrai que les entreprises, pour faire des économies de charges, ce qui est forcément très très conséquent, on essaye du mieux possible d'essayer de trouver des avantages qui ne seraient pas soumis à charge pour permettre peut-être un peu plus de trésorerie à la société et même de verser un peu plus de primes. Alors, on a listé 5 points qui sont, selon nous, les plus importants et sur lesquels on a le plus de redressement quand on n'a pas de charge sociale. Donc, on va évoquer le premier point qui est la prime Macron. Donc, effectivement, la prime Macron, sachez encore une fois que cette année, c'est possible de la verser de juin 2021 jusqu'à mars 2022. Alors, par effet de cause, comme on avait beaucoup de fois la date limite au 31 décembre, on a beaucoup de clients effectivement en ce moment qui veulent absolument la verser en décembre, mais sachez que si vous ne la versez pas en décembre, vous avez encore un peu le temps. C'est pas très compliqué, mais encore une fois, si on ne respecte pas les règles, l'URSSAF ici aussi va redresser. Donc il faut absolument avoir une décision unilatérale de l'employeur dans laquelle vous allez reprendre les règles de versement de cette prime. Les points les plus importants, c'est que vous ne pouvez faire varier le montant par salarié qu'en fonction de quelques critères. Vous avez la rémunération, vous avez la durée du contrat, donc distinguer entre un contrat temps plein et un temps partiel, vous avez la présence sur les 12 derniers mois du versement, et vous avez la classification du salarié. Donc, par exemple, les cadres ont un tel montant, les non-cadres ont un tel montant. Ce sont les seuls critères qui vous permettent de distinguer et de différencier les salariés. Vous ne pouvez pas exclure un salarié. L'année dernière, c'était possible avec un motif Covid qui n'existe plus cette année, c'est-à-dire que pour un salarié qui était venu travailler sur place, vous pouviez décider d'octroyer une prime à ces salariés-là. Cette année, ce motif n'existe plus, donc il est impossible de verser 0 € à un salarié. Alors, on a déjà eu la question, est-ce qu'on peut verser 1 €? Ça ne rentre pas trop dans l'esprit du texte, même si légalement, on ne voit pas comment l'URSSAF pourrait redresser, mais il faut verser un montant minimum. Donc, pas d'exclusion, il faut au moins verser à chaque salarié un montant. Voilà pour la PEPA. Pour les chèques cadeaux, là aussi, les règles ne sont pas souvent bien comprises. Alors, les chèques cadeaux, il faut absolument que ce soit un montant égalitaire. Il n'est pas possible de faire de distinction pour les chèques cadeaux. Donc, si vous avez un salarié qui est rentré le 15 décembre 2021, vous versez des chèques cadeaux fin décembre 2021 à hauteur de 200 €. Vous devez verser 200 € au salarié qui vient de rentrer comme au salarié qui est là depuis 15 ans. Il n'y a aucun motif de distinction possible. Il y a plusieurs années, le gouvernement avait indiqué qu'ils allaient sortir un décret ou une circulaire précisant des motifs de différenciation, mais ce texte n'est jamais sorti. Donc légalement, on ne peut pas distinguer. Parfois, c'est un peu dur parce qu'on aimerait récompenser les salariés qui sont là depuis plus longtemps et peut-être moins ceux qui viennent juste d'arriver, mais ce n'est pas possible. Il faut verser absolument un montant égalitaire. Donc, pas de proratisation selon l'entrée, selon la maladie, selon le salaire, c'est absolument impossible. Vous avez différents montants, différents événements dans l'année. Donc, vous avez par exemple la naissance, le mariage, Noël. Chaque événement vous permet de verser 171 € par salarié. Exceptionnellement, en 2021, le gouvernement vient d'annoncer qu'il est possible de verser 250 € pour l'événement Noël à chaque salarié. Donc, si vous versez des chèques cadeaux pour Noël en décembre 2021, vous pouvez monter jusqu'à 250 € par salarié de manière égalitaire. Il est également possible, au courant de l'année, sans motif particulier, de faire des cadeaux aux salariés dans un global de 171 €. C'est-à-dire qu'au courant de l'année, vous pouvez verser 171 € à un salarié pour la naissance, pour un mariage, et par exemple 250 € pour Noël. C'est parfaitement légal et vous avez donc toutes ces possibilités au fur et à mesure de l'année. Si vous dépassez le montant de 171 €, vous ne pouvez pas la partie qui dépasse sera soumise à cotisation. Donc là, c'est assez important. Souvent, on a du mal à comprendre les règles, quand je peux dépasser, quand je peux verser. Il faut absolument que ce soit rattaché à un événement. Donc, si vous versez des chèques cadeaux à Noël, il faut que ce soit dans des établissements permettant des cadeaux. Donc, vous ne pouvez pas faire de chèques cadeaux pour Noël dans un magasin d'alimentation, par exemple. Il faut absolument que ce soit un magasin qui permet d'offrir des cadeaux. Vous avez aussi les compétences exclusives du CSE. Donc, à partir de 50 salariés, c'est aussi très important. Si vous avez plus de 50 salariés, vous avez une compétence exclusive du CSE dans tout ce qui concerne les œuvres sociales. C'est-à-dire que si vous étiez habitué à verser des cadeaux à vos salariés avant, si vous souhaitez continuer à le faire au-delà de 50 salariés, il faut que ça passe par le biais du CSE. Si vous ne le faites pas,
l'URSSAF, encore une fois, va pouvoir vous redresser. La règle est assez dure, mais c'est vraiment important de respecter ce point-là, sachant que via un PV du CSE, vous pouvez toujours faire en sorte que le CSE vous attribue la possibilité de les verser vous-même. Donc, il vous fait un PV du CSE dans lequel est repris la mention « Le CSE autorise expressément l'employeur à verser les chèques cadeaux à sa place ». Et dans ce cas-là, vous pourrez les verser à la place du CSE. Sachant que si vous avez un budget qui est attribué au CSE, autant profiter pour que ce soit le CSE qui verse les chèques cadeaux. Mais voilà, vous avez des compétences exclusives du CSE et il convient de les respecter pour ne pas être redressé. Comme j'ai pu l'évoquer déjà avant dans les chèques cadeaux, donc vous avez les événements à ne pas dépasser, donc 171 € par événement, plus encore une fois les 171 € sans événement, donc je ne reviens pas sur ce point-là, mais effectivement, vous êtes plafonné à ce montant en 2021, sauf pour, encore une fois, les chèques cadeaux qui exceptionnellement sont à 250 €. Et l'année dernière, de mémoire, c'était également le cas. Le gouvernement en décembre avait décidé d'augmenter le plafond de versement. Enfin, pour finir sur ce point-là, on a également les médailles du travail. Donc, vous pouvez octroyer des primes pour une médaille du travail. Le montant est libre, vous pouvez verser ce que vous voulez. Mais par contre, en cas de contrôle URSSAF, il faut que vous puissiez justifier que vous avez fait la demande officielle à l'organisme qui s'en occupe. Vous pouvez avoir la sous-préfecture, la préfecture ou la direction du travail, la DDETS par exemple, anciennement directe. Et donc, vous devez demander le justificatif. Et avec ce justificatif, vous pouvez ensuite verser 200, 300, 400, 500 € à votre salarié pour par exemple 20 ans d'ancienneté, 30 ans d'ancienneté, etc. On a eu le cas notamment de sociétés qui versaient des primes pour la médaille du travail, mais qui ne faisaient pas la demande à la préfecture. Et donc, le contrôleur URSSAF a dit « Je vous laisse encore le temps de vous mettre en conformité, mais si d'ici un mois, je n'ai pas le justificatif, je vais devoir vous redresser. » Donc voilà, sur ce point-là, c'est vraiment important d'avoir les médailles du travail, mais on voit qu'il y a quand même plusieurs systèmes qui permettent d'octroyer des primes à des salariés sans être soumis à cotisation. Si on fait le total, les montants peuvent aller assez haut. Hein. Si par exemple on prend la prime Macron de 2 000 € pour une société de moins de 50 salariés sans accord de participation par exemple, 2 000 €, vous avez chèque cadeau 250 € à Noël, vous avez encore une fois une médaille du travail, donc on peut monter assez haut. Et donc c'est important de bien respecter les règles, en tout cas, pour éviter de redressement sur ces points-là, parce que c'est assez facile justement de pouvoir un peu jouer sur ces règles-là pour éviter de dépenser trop de budget qu'on n'a pas forcément en fin d'année dans les primes. Sachant qu'on peut très bien combiner chèque cadeau et prime Macron. On peut combiner les deux tout en respectant les règles d'attribution. Voilà sur ce point rapide, en tout cas, sur les 5 points qu'on a le plus relevés en 2021 sur les redressements URSSAF. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou les poser plus tard. Mais l'essentiel, c'est effectivement de pouvoir éventuellement en faire profiter tout le monde. Je vous invite dès à présent au prochain web café qui aura lieu le 19 janvier 2022. Le thème sera la loi de financement de la sécurité sociale, notamment, et tout ce qui a trait au plan fiscal, droit des sociétés également. Donc on fera le point global sur la loi de finances en janvier 2022. Je vois qu'il n'y a pas de questions, il reste encore quelques secondes. Je refais le point, mais effectivement, on a évoqué ce qui était l'essentiel. On n'a pas voulu rentrer plus dans le détail des points qu'on voit peut-être un peu moins, mais c'est vrai qu'en 2021, on l'a constaté, les contrôleurs URSSAF ont fait preuve d'un peu plus d'indulgence compte tenu de la situation économique, mais ils nous ont bien prévenu qu'effectivement cette indulgence ne sera pas la même les années à venir et que quand on constate par exemple que sur un tableau d'indemnité kilométrique, on n'est pas tout à fait à jour, si c'est passé cette année, en cas de contrôle URSSAF, si le contrôleur constate qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans le suivi, il y aura effectivement de nouveaux redressements. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. On est dans le timing de la demi-heure et je vous donne rendez-vous au mois prochain et vous souhaite en attendant d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir.